Alright, salut à toutes et à tous. Donc, nous allons couvrir, nous allons couvrir la fameuse règle en chaîne, qui est probablement la règle la plus compliquée à expliquer / utiliser, parce que c'est pas comme la règle du produit ou la règle du quotient, où tu identifies le U, tu identifies le V, tu calcules U', tu calcules V', puis tu combines dans la bonne formule. La règle en chaîne, l'idée générale est un peu moins pratique. Puis on va regarder, si on veut, des exemples spécifiques de la règle en chaîne pour mieux la comprendre. Ben, allons-y. Donc, la première définition, c'est quoi la règle en chaîne? Donc, la règle en chaîne, c'est une formule qui nous permet de calculer la dérivée de deux fonctions composées. Donc, lorsqu'on fait de l'algèbre avec des fonctions, on peut bien sûr créer des nouvelles fonctions en additionnant les fonctions, en les soustrayant, en les multipliant ou en les divisant. Donc, ce sont les trucs algébriques, si on veut, standards. Mais il y a des nouvelles fonctions qu'on peut créer qui sont créées par composition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais écrire ça on the side, là. Par exemple, si je vous donne la fonction sin de x au carré plus 1, ben sin de x au carré plus 1, c'est pas le produit de deux fonctions, c'est x au carré plus 1 qui est dedans la fonction sinus. Donc, comment on va dériver ce genre de fonction-là? Donc, la formule s'écrit de façon générale de la manière suivante. Donc, c'est la cinquième règle là, qu'on voit. Donc, c'est quoi la dérivée d'une fonction? Donc, la dérivée d'une fonction où est-ce qu'il y a quelque chose dedans. OK? Donc, quand tu as quelque chose dedans, qu'est-ce que tu fais? C'est que la fonction qui est à l'extérieur, le f, c'est qu'est-ce on la dérive. Donc, on fait f', mais ce qui est à l'intérieur ne change pas. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie après par la dérivée de l'intérieur. Donc, c'est quelque chose que je vais faire beaucoup, là, où ce que je vais dire, tant que tu touches pas en dedans, puis tu craches à l'extérieur la dérivée de l'intérieur. Donc, si j'ai sin ici, là, donc ça va devenir cos, puisque le f, c'est la fonction extérieure, donc ça va devenir cos. L'intérieur sera pas touché, puis je vais multiplier après par la dérivée de l'intérieur, donc par 2x. Donc ça, c'est l'idée de la dérivée en chaîne. Mais on va y aller de façon plus précise. C'est juste pour vous donner un preview, là, a taste of things to come. Donc, comme je l'ai dit un peu implicitement, la fonction f, je vais souvent référer la fonction f comme étant la fonction extérieure. Puis ce qu'on a dedans, ce que je vais appeler typiquement u, ça va être la fonction intérieure. Donc, regardons des exemples spécifiques, okay, parce que c'est pas toujours clair, là, comme, WTF, là, c'est quoi cette formule-là? Donc, on va regarder des exemples, si on veut un peu plus précis, donc des exemples particuliers de dérivés en chaîne, puis ensuite, bien sûr, on va faire des petits exemples ensemble. Donc, ici, la dérivée en chaîne pour une fonction de puissance. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une fonction de puissance, ou est-ce qu'on a quelque chose en dedans? Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, une fonction de puissance de dérivée en chaîne, dans le fond, au lieu d'avoir simplement x à la n, on a quelque chose à la n. Puisqu'on sait que la dérivée de x à la n, c'est n fois x à la n moins 1, si tu as quelque chose à la n, mais la formule extérieure reste la même. Donc, tu sais que x à la n, c'est n fois x à la n moins 1. Donc, si tu as à dériver x à la quelque chose à la n, mais le n, il va tomber en avant. Comme avant, la nouvelle puissance, ça va être n-1. Sauf que l'idée de la dérivée en chaîne, c'est qu'après, je multiplie par la dérivée d'en dedans. Donc, j'ai toujours la dérivée d'en dedans qui sort après. Mais vraiment, la structure extérieure, tu as quelque chose à la n, mais c'est n fois quelque chose à la n-1 fois la dérivée de l'intérieur. Donc, vraiment, la partie en chaîne, c'est ça, c'est qu'après, tu vomis, si on veut, là, la dérivée de l'intérieur. Comme la prochaine, si j'ai u à la quelque chose, ou simplement d'avoir e à la x, je sais que la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Donc, e à la quelque chose, ça va donner e à la quelque chose. Donc, ça, c'est la partie extérieure. Puis après, tu multiplies par la dérivée d'en dedans. Donc, vous voyez, toutes ces formules-là là, finissent par u'. Donc, c'est toujours après, tu multiplies par u'. Donc, si tu as ln de quelque chose, donc ça, excusez, c'était pour la fonction exponentielle composée, la fonction logarithmique. Donc, si tu as ln de quelque chose, on sait que ln de x, c'est 1 sur x. Donc, peu importe ce que tu as dans la bedaine de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, si tu as ln de quelque chose, ben, ça va devenir 1 sur ce quelque chose-là. Comme ln de x devient 1 sur x, ln de u devient 1 sur u. Puis après, tu multiplies par
U'. Pour la fonction sinus, donc on sait que sin de x, c'est cos de x, donc si tu as sin de quelque chose, tu vas avoir cos de quelque chose. Donc ici, là, ce que je mets en boîte, là, c'est inchangé, puis ensuite, ben, tu dis, ben, je multiplie par la dérivée. Donc, c'est vraiment le principe en chaîne, c'est que tu craches. Donc, initialement, c'est comme tu ignores ce qu'il y a en dedans, tu fais juste le garder, il est protégé, mais là, il faut quand même que tu considères qu'en dedans affecte la formule overall, donc en multipliant par U'. Puis la dernière formule qu'on a vue, on sait que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc si tu as cos de quelque chose, tu vas avoir moins sin de ce quelque chose-là, donc tu vas avoir moins sin de ce quelque chose-là, puis ensuite, donc le processus enchaîne, tu craches la dérivée de l'intérieur, puis tu la multiplies à la fin. Donc on le voit, là, chaque question, là, peut-être changer de couleur là, pour ces choses-là. Là. Donc, chaque question, là, je multiplie par la dérivée intérieure. Donc, on voit que toutes ces formules-là finissent par fois la dérivée dans le dedans, donc fois U'. Une couple de remarques là, avec les dérivées donc qui sont des conséquences directes, là, si on veut, des dérivées en chaîne. Donc, on peut voir les dérivées des fonctions exponentielles en général. Donc, on sait que la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Mais si on se souvient en algèbre que a peut être écrit aussi comme e à la ln de a, donc la dérivée en chaîne de la fonction exponentielle nous permet de conclure. Puis moi, je pourrais le prouver au long, mais je pense que ça va être plus simple de simplement se souvenir de cette formule-là comme une nouvelle formule de base, mais comme dans la version Extended Edition. Là. Donc, si tu as une dérivée d'une fonction exponentielle en général, donc la dérivée de a à la x, c'est a à la x, mais on doit multiplier par le ln de la base. Donc, puis bien sûr, cette formule-là marche pour e, parce que la dérivée de e à la x serait ln de e à la x, puis ln de e, c'est 1. Puis la fonction logarithmique en général, si je veux la dériver, donc si je calcule la dérivée de log mes bases a au lieu de base e, mais c'est encore le 1 sur x, on le voit dans ma formule, là, le 1 sur x, mais on doit multiplier au dénominateur ln de a. Puis ça, c'est un peu plus direct, là, parce que log de a, dans le fond, c'est juste un multiple scalaire, donc log de a, c'est ln de x sur a, donc j'ai juste à diviser par ln de a, puis ça donne mon truc. Donc ça n'a pas vraiment rapport avec la dérivée en chaîne, mais juste une couple de remarques. Puis ça, c'est juste pour montrer que les dérivées en chaîne, ça finit jamais, parce que dès que tu as une nouvelle formule, tu as automatiquement une nouvelle formule en chaîne. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu veux dériver ln de quelque chose, puisque tu sais que la dérivée de a à la x, c'est ln de a à la x, mais si tu as a à la quelque chose, mais tu vas avoir a à ce quelque chose-là, fois le ln de a, mais il faut que tu multiplies ensuite par la dérivée de l'intérieur. Même chose pour log a de quelque chose, mais tu vas avoir 1 sur ce quelque chose-là, fois le ln de a à la base, parce que là, j'utilise la formule générale pour la fonction logarithmique, puis après, fois U'. Donc, dès que tu as une nouvelle formule, de dérivée de base, automatiquement, tu dois écrire la dérivée, si on veut, en chaîne correspondante. Donc, par exemple, on a vu pour la dérivée de quotient, la dérivée de tan, c'est 50 au carré. Mais c'est quoi la dérivée de tan de quelque chose? Ben, ça va être 50 au carré de quelque chose, fois ce quelque chose-là dérivé. Alright, c'est le temps de faire des exemples. Donc, je vais vous donner un gros paquet de fonctions, puis on va calculer des dérivées. Donc, pour chaque formule, f, calculons f prime. Donc, la première fonction, donc l'exemple A, on a f de x qui est égal à, ouvre une grosse parenthèse, x au carré plus sin plus 1 à la 5. Donc, qu'est-ce que j'ai algébriquement? J'ai pas le produit, deux fonctions, c'est pas le quotient. J'ai une fonction qui est à l'intérieur. Donc, le x au carré plus sin de x plus 1, il est à l'intérieur de l'exposant 5. Donc, ici, juste un petit rappel, si ma fonction, c'était simplement, donc juste remember, donc petite remarque, si ma fonction, c'était simplement x à la 5, mais je sais que sa dérivée serait 5 fois x à la 4. Donc, si c'était juste x à la 5, il n'y en a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas juste x à la 5, j'ai quelque chose à la 5. Donc, première chose que tu fais, c'est pour ça que j'ai mis une petite boîte mauve autour. Tu touches pas à l'intérieur, ça n'a pas d'importance c'est quoi qui est en dedans, tu peux pas y toucher, ok? Donc, si tu as quelque chose à la 5, si tu te souviens bien que la dérivée de x à la 5, c'est 5x4, donc si tu as quelque chose à la 5, le 5, ok, le 5, il tombe devant, donc le 5 qui est ici, là, tombe devant, donc mon coefficient, j'ai mon 5,
je ne touche pas à l'intérieur, donc ça c'est important, c'est une erreur commune, là. Donc c'est pour ça que je prends le temps de mettre une boîte autour, c'est comme s'il était protégé là, par un champ de force là, ou un force field. Donc tu peux pas, le nouvel exposant c'est 5 moins 1 qui devient 4. Donc tu fais ta règle extérieure, donc ma fonction extérieure c'est x à la 5, j'ai quelque chose à la 5, ça devient 5 fois ce quelque chose à la 4. Puis la règle en chaîne, ça dit, ben, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu fais fois la dérivée de l'intérieur. Donc ici, quand tu sais pas c'est quoi directement la dérivée de l'intérieur, tu peux l'écrire comme, ben, je vais dériver par rapport à x, l'intérieur qui est x au carré plus sin x plus 1. Donc tu peux l'écrire directement sans le calculer, ou si tu es à l'aise, puis tu vois que la dérivée de l'intérieur, juste par inspection, c'est 3 termes qui se dérivent facilement. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de sin, c'est cos. Puis la dérivée de 1, c'est 0. Donc la dérivée de l'intérieur, une fois calculée, ben ça va être 2x plus cos de x. Donc la réponse finale, 5 fois l'intérieur, donc 5 fois x au carré plus sin de x plus 1, exposant 4, donc c'est comme mon x5 qui est devenu 5x4, sauf que là j'ai quelque chose, donc j'ai 5 fois sur quelque chose à la 4, fois la dérivée de l'intérieur qui est 2x plus cos de x. Next example, donc pour B, j'ai la racine carrée de x au carré plus 1, qui est pas x plus 1 en passant, on peut pas descendre une racine carrée à l'intérieur terme par terme. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose qui est x au carré plus 1 à la 1/2. Puis on se souvient, lorsqu'on dérive x à la 1/2, donc si j'avais, donc je vais l'écrire en rouge tout le temps, remarque à côté, là. Donc remarque, si j'avais juste la fonction x à la 1/2, donc, une fois qu'on est à l'aise avec les formules de base, mais la dérivée de x à la 1/2, ben, le coefficient tombe en avant, qui devient 1/2, x à la 1/2 moins 1, qui va donner moins 1/2. Donc, ça, c'est la règle, si on veut, extérieure, la règle de base. Donc, j'ai quelque chose à la 1/2. Donc, here we go. J'utilise ma règle en chaîne, donc le 1/2, qui est mon exposant. Donc, j'utilise vraiment la formule de la puissance. Donc, le 1/2 tombe en avant. Donc, j'ai 1/2. Donc, pour f', j'ai 1/2, là, quelque chose qui est inchangé, là, c'est pour ça que je prends toujours le temps de le mettre dans une boîte, ok, il est protégé, ok, tu peux pas y toucher, là, ok, donc j'ai 1/2, ça, quelque chose là, la moins 1/2, donc j'utilise vraiment ma règle de la puissance pour l'extérieur, puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Mais je calcule la dérivée de l'intérieur, bien sûr, l'intérieur ici, c'est juste x au carré plus 1, donc si je l'ai juste écrit directement, je vois que c'est 2x plus 0, mais je vais écrire 2x, donc ensuite, je vomis la dérivée de l'intérieur, puis ça me donne 2x. Pour un test, vous pouvez arrêter là, mais c'est clair que moi, je vais toujours simplifier mes réponses. 1/2 fois 2, c'est 1 fois x, donc le numérateur devient x. Puis le x au carré plus 1 à la moins 1/2, je peux le renvoyer en bas en x au carré plus 1 à la 1/2, qui est une racine, donc j'ai la racine de x au carré plus 1. Mais encore une fois, là, cette formule-là serait acceptée. Là. Je vais voir si vous faites bien votre truc en chaîne. Donc, j'ai de la merde à la 1/2, ça devient 1/2. La merde inchangée à la moins 1/2, c'est la portion extérieure fois la dérivée de la merde d'après, qui est juste 2x. More. Oui, je vais vous en donner. Donc, une autre formule. Donc, pour f, excusez, pour C, j'ai f qui est 1 sur x4 plus 1. Ici, en fait, je pourrais le faire comme un quotient, où ce que u c'est 1, puis v c'est x4 plus 1, donc u' serait 0, puis v' serait 4x cube. Mais moi, je vais le faire comme une dérivée en chaîne, donc c'est une habitude que moi j'aime faire. J'aime pas utiliser la dérivée du quotient en général, parce que les dérivées en chaîne sont toujours typiquement un peu plus faciles à simplifier. Donc si j'ai quelque chose en bas, moi je le ramène en haut. Donc 1 sur x4 plus 1, c'est la même chose que x4 plus 1 à la puissance moins 1. Donc, encore une fois, là, c'est quoi ma formule, si on veut, extérieure de base? Je vais l'écrire ici, je t'en remarque. Ben, si j'ai la fonction, j'ai quelque chose à la moins 1/2, donc si c'est quelque chose-là, c'était simplement x, mais je sais que la dérivée, donc j'utilise encore ma dérivée de la puissance, donc le 1/2 tombe, j'ai x à la moins 1, qui devient moins 2. Donc ça, c'est qu'est-ce que je ferais si j'avais juste x à la moins 1, sauf que là, j'ai pas x à la moins 1, j'ai de la marde à la moins 1. Donc ici, pour ma dérivée, l'exposant moins 1 tombe en avant, donc j'ai moins 1, mon truc qui n'a pas changé dans un force field, donc mon truc à la moins 2. Donc j'ai mon truc à la moins 2, le x4 plus 1, puis là bien sûr qu'est-ce que je fais ensuite, c'est que je multiplie, donc ça c'est la partie en chaîne, donc je dérive l'intérieur, la dérivée de x4 c'est 4x3, puis la dérivée de plus 1 c'est 0, donc je vais écrire 4x3. Encore une fois, tu me laisses ça dans un test, je suis bien content, ok, donc ça montre le processus en chaîne. T'as de la merde à la moins 1, mais ça devient moins 1, ta merde à la moins 2 fois la dérivée de ta merde. Okay? Donc, c'est aussi simple ou aussi compliqué que ça. Mais moi, puisque j'ai rien à faire dans ma cuisine, tout seul, avec mon petit smoothie,
Si je multiplie si je multiplie moins 1 par 4x3, ben le numérateur va être moins 4x3, puis le truc à la moins 2, le x à x4 plus 1 à la moins 2, ben je peux le ramener en bas comme étant x4 plus 1 au carré. Puis là, on a une belle version. Si on peut simplifier, donc bien sûr les versions simplifiées, ça me rend heureux. More. Oui. Donc, un autre exemple, donc la fameuse fonction séquente. Donc, séquente qui est par définition 1 sur cos. Puis 1 sur cos, c'est vraiment le même exemple que tantôt. Donc, qui est la même chose que cos à la moins 1. Donc, je vais utiliser la règle en chaîne. J'aurais pu utiliser la règle du quotient aussi pour calculer cette dérivée-là. Mais moi, je vais le faire avec la dérivée en chaîne. Donc, ça, c'est le même principe. Donc, si j'ai quelque chose à la moins 1, le moins 1 tombe en avant. Mon nouvel exposant, c'est moins 1 qui est moins 2. Ma shit a été protégée par le force field. Donc, j'ai mon truc qui n'a pas changé à l'intérieur, mais ensuite, je dois multiplier par la dérivée de l'intérieur. Puis la dérivée de cos, ben, c'est moins sin. Donc, encore une fois, j'aurais pu le laisser comme ça, mais la formule de la dérivée de la séquence, c'est quelque chose que moi, je m'attendrais que vous rajoutiez dans vos formules de base. Donc, si je clean un peu mes trucs, moins 1 fois moins 1, ça va me donner plus 1. Donc, au numérateur, la seule chose qui va me rester, c'est sin. Puis cos à la moins 2, ben, je peux l'envoyer là en bas comme étant cos au carré. Là, il y a un peu de torture algébrique, là, juste pour avoir la réponse finale. Donc, cos carré, je l'ai divisé en deux cos. Donc, cos, c'est la même chose que cos carré. Le premier cos, je l'ai mis en dessous d'un 1. Le deuxième, je l'ai mis en dessous d'un sin. Parce que sin sur cos, par définition, c'est tan. Puis 1 sur cos, par définition, c'est séquente. Donc, j'ai ma dérivée finale. La dérivée de séquente, c'est sectan. Puis, en fait, lorsque vous avez une dérivée à calculer avec un séquente, si vous m'écrivez sectan directement, moi, je vais être bien content. Vous n'avez pas besoin de faire la dérivée en chaîne à chaque fois. Si vous vous souvenez que la dérivée de séquente, c'est sectan, good for you. OK, ça va vous sauver bien du temps. Je vais vous laisser faire un exercice un peu comme l'autre, que si vous avez la dérivée de sinus, donc pour l'exemple pas sinus, excusez, mais coséquente, qui est 1 sur sinus, donc qui est bien sûr la même chose que sinus. Donc c'est exactement la même question qu'avant. Sinus à la moyenne en chaîne. Si vous le faites et vous le simplifiez, un bel exercice intéressant, vérifiez là que cette dérivée-là, ben c'est moins cosinus cotangente. Puis en fait, là, avec cet exemple-là, puis l'exemple d'avant, dérivée de séquente qui est sectan, la dérivée de coséquente qui est moins cosec cotan, puis pour la dérivée de tangente puis cotangente avec la dérivée du quotient, on avait vérifié ensemble que la dérivée de tan c'était séquente carré, puis de cotan c'était moins coséquente carré. En fait, qu'est-ce qu'on obtient? Puis je vais terminer avec cette remarque-là pour la première, pour cette vidéo-ci. Maintenant, on a une liste de dérivées pour toutes les dérivées. Puis la manière que moi je veux que vous voyez, c'est, je pense que la meilleure manière de se souvenir des dérivées des 6 fonctions trigonométriques, c'est juste de s'en souvenir. Donc, vous devriez juste savoir que la dérivée de sin, donc la première formule, les vraies formules de base, la dérivée de sin, c'est cos, la dérivée de cos, c'est moins sin. Ensuite, la dérivée de tan et la dérivée de cotan qu'on a prouvé avec la règle du quotient. La dérivée de tan, c'est séquente au carré, puis la dérivée de cotan, c'est moins coséquente au carré. Puis juste une petite remarque, ces deux dérivées-là sont très, très similaires du point de vue phonétique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu entends la formule, la dérivée de tan, c'est séquente carré. La dérivée de cotan, c'est moins coséquente carré. C'est quoi la différence ou la similarité entre ces deux exemples-là? J'ai rajouté des co partout pour la formule, la dérivée de la cotangente. Tan, c'est séquente carré. Cotan, c'est coséquente carré avec un moins 1. Puis en passant, là, les evil moins 1, quand est-ce que c'est moins 1? Quand est-ce qu'il n'y a pas de moins 1? Le truc, c'est lorsque tu dérives une formule trigonométrique qui commence par co, donc cosinus, cotangente ou coséquente, ils ont toutes des moins 1. Donc, la dérivée, si tu dis, c'est-tu sin ou cos qui est moins 1, est-ce que ça commence par co? Si ça commence par co, il y a un moins dans ta formule. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de cotangente, c'est moins coséquente au carré. La dérivée de coséquente, c'est moins coséquente cotangente. Puis la même chose pour les deux dernières, donc, qu'on vient juste de faire, la dérivée de séquente, qui est sectan, puis la dérivée de coséquente, qui est moins cosec cotan. Donc, si vous regardez ces deux formules-là, ils ont aussi cette même similarité-là phonétique. Si tu te souviens que la dérivée de sec, c'est sectan, cosec, ben c'est coséquente cotangente. Donc, tu rajoutes des co partout, puis bien sûr, puisque c'est un co, on met un moins 1. Donc, si tu te souviens que la dérivée de séquente, c'est sectan, la dérivée de coséquente, c'est moins coséquente cotangente. Bien sûr,
Si vous avez accès à vos formules, vous pouvez juste dire, je m'en fous. Okay. Mais normalement, ces formules-là ne sont pas données dans un test lorsque vous devez écrire ces solutions-là en classe. Bien sûr, la situation peut être différente dépendamment du semestre. Mais lorsque moi j'étudiais ces choses-là, c'est comme ça que je le faisais. J'utilisais vraiment si on veut, la similarité phonétique entre tangente et cotangente, puis entre séquente puis coséquente. Puis se souvenir aussi du truc quand est-ce qu'il y a un moins. Mais ça commence par co, il y a un moins. Alright, pour cette première partie-là, je vais arrêter ici. C'est beaucoup d'informations. Alright, bye bye là. Bye bye. Bye.